Bonjour tout le monde, bonjour chers abonnés. Dans ce tutoriel, nous allons voir l'analyse normalisée du lait et plus précisément l'analyse microbiologique. Voici le plan de notre tutoriel ou bien de cette présentation. Il y aura on va présenter des méthodes microbiologiques et protocoles, contrôle des caractères physiques du lait, la mesure de l'acidité du lait, épreuve de la stabilité à l'ébullition, l'examen microscopique des formes leucocytaires et de la flore bactérienne, contrôle de la pasteurisation et de la stérilisation du lait, 7. Contrôle de l'état sanitaire du lait, numération microbienne, les indologènes, les germes producteurs d'hydrogène sulfuré, la colorimétrie du lait et la purification des sources de yaourt. Voilà, comme introduction, le lait est un aliment vivant, liquide, opaque, blanc, doué d'une saveur douce, sécrété par les glandes mammaires des femelles des mammifères. Alors, lorsque la nature a créé le lait, elle a aussi inventé le premier mode de fourniture directe du producteur au consommateur, soit de la mère au nouveau-né. Voilà, le lait d'une vache en bonne santé ne contient pas de micro-organismes nuisibles lorsqu'il sort de la mamelle. Laissé à l'air libre, ce liquide nutritif est très convoité. Il constitue un milieu des plus propices au développement des micro-organismes. Voilà, certains micro-organismes utiles, pardon, ils transforment le lait en d'autres dérivés, tout aussi succulents, et sont utilisés par l'homme pour la fabrication du beurre, du fromage et du yaourt. Voilà, d'autres nuisibles, ils détériorent le lait ou peuvent occasionner des troubles de la santé. Pour éviter tous ces désagréments et bien conserver le lait, il est donc nécessaire de le traiter. Voilà, des micro-organismes tels que bactéries, champignons microscopiques jouent un rôle majeur dans l'industrie de la transformation du lait. Ils sont spécifiques d'un produit donné et concourent à la texture et aux propriétés organoleptiques des produits laitiers que nous consommons quotidiennement, comme à leur qualité hygiénique. En effet, cette étude d'analyse normalisée que nous allons effectuer comprendra les techniques les plus utilisées dans les industries laitières. Elle consiste à faire une étude comparée de laits de différentes provenances. Le lait de détaillant, voilà, un lait de marque X et un autre de marque Y. Voilà, on va pas citer les noms des entreprises. C'est pas notre objectif. Voilà, la première partie, on va voir les méthodes et protocoles. Et premièrement, on va commencer avec le contrôle des caractères physiques du lait. Voilà, le lait du détaillant, il était de couleur jaunâtre. Ce lait semble avoir un bon goût et pas d'odeur et présente une consistance homogène. Les laits X et Y, de couleur blanchâtre, faible odeur et une consistance homogène avec une saveur plus ou moins agréable. Sachant bien que les X et Y sont traités, le lait de détaillant il n'est pas traité par l'industrie. Voilà, la transparence, on va mesurer la quantité de la lumière qui traverse le lait à l'aide d'un luxmètre. À l'aide d'un appareil qu'on appelle luxmètre, voilà, on peut calculer la transparence ou bien la quantité de lumière qui traverse le lait. Voilà la lecture de nos résultats. Pour le lait de détaillant, la valeur donnée c'est 24 fois 2000. Pour X c'est 28 fois 2000 et pour Y c'est 26 fois 2000. Pour le lait de détaillant, il est plus consistant, c'est-à-dire qu'il a subi aucun traitement, donc lait original, faible transparence. Pour les deux autres, voilà, où il y a une forte transparence, donc moins consistant. D'accord. X est moins consistant voilà, que le détaillant. Et Y est plus consistant que X car moins transparent. Là, comme vous pouvez le constater ici. Voilà, ça c'est l'interprétation de nos résultats.
Voilà, il y a la densité, parmi les caractères physiques du lait, on calcule la densité. La densité, on la calcule D égale M sur V, la masse sur le volume. Voilà, on prend un volume X de lait, 5 millilitres de lait dans notre cas, on le pèse. Voilà, avec un poids de récipient dans lequel on a pesé, il était de 3,7838 grammes. Le poids total avec le lait était de 8,8099 grammes. Bon, on va faire la différence pour avoir la masse du lait et on divise par voilà, on a la différence, c'est 5,0261 grammes et on divise avec le volume 5 millilitres du lait. Voilà, ça nous donne la densité. Voilà, pour le détaillant, voilà, on a 1,005022. Pour le lait Y, 1,002, X 1,02. Matière sèche, voilà la matière sèche. Concernant la densité moyenne d'un lait, elle est de l'ordre de 1,00906, ce qui indique que le lait Y et détaillant sont toujours de bons laits par rapport à X, par rapport au lait X, parce qu'ils sont plus proches à la moyenne, ou bien à la densité moyenne. La matière sèche, voilà, voici les résultats qu'on a eus pour la matière sèche. À la mesure de l'acidité du lait. La mesure du pH du lait à l'aide d'un pH mètre ou par un indicateur de pH. Ceci permet de détecter d'éventuelles fraudes et les contaminations bactériennes. Voilà la valeur de pH pour un lait normal. Elle est comprise entre 6,6 et 6,9. Voilà ce qui donne la normalité au lait détaillant. Voilà pour lequel la valeur de pH était entre 6,5 et 6,9, lait normal. Mais c'est un cas exceptionnel et rare, voilà, comme ils disent, parce qu'il n'est pas traité. Voilà, la couleur, voilà, pour X, on avait un pH entre 6 et 6,5. C'est un lait acide, c'est un coagulant à la chaleur. Et pour Y, il était entre 5,5 et 6. C'est un lait plus acide, et c'est-à-dire coagulant à la chaleur. Ce sont les caractéristiques d'un lait qui est traité par l'industrie. Voilà, épreuve de stabilité à l'ébullition. Elle a comme objectif la vérification de la stabilité de lait pour révéler d'éventuelles précipitations dues au développement des bactéries non désirables. Il y a aussi l'examen microscopique et formule leucocytaire. Alors, on observe au microscope des frottis de lait et on essaie de reconnaître les leucocytes mononucléaires et polynucléaires anormaux pour avoir une idée sur la pathologie de la vache. Voilà, ceci permettra de juger valable à la consommation ou non un lait donné. La formule leucocytaire qu'on calcule en faisant le rapport mononucléaire sur P polynucléaire, le rapport suivant. Ça nous donne la forme leucocytaire. Voilà, étant donné que les lames n'ont pas été bien préparées lors de nos travaux pratiques, nous n'avions pas pu bien observer les formes leucocytaires recherchées pour pouvoir les compter.
Mais nous avons pu observer quelques monocytes, lymphocytes, des éosinophiles et même des hématies. Là, concernant l'examen microscopique de la flore bactérienne, il y a la coloration au gramme des frottis, des laits, et caractérisation des bactéries. Ceci permet de savoir si le lait est contaminé par une flore externe ou de mammites. La préparation des frottis que nous avons faites nous ont pas permis d'observer quelques formes, nous ont permis d'observer quelques formes caractéristiques des bactéries du lait, telles que des coques Gram plus en diplocoque et en chaînette, des bacilles Gram plus, souvent en chaînette. Voilà, je vous montre les images. Bon, voilà la flore normale du lait cru. Et ici, c'est Saccharomyces cerevisiae. Le contrôle de la pasteurisation et de la stérilisation. Dans ce contrôle, il y a la recherche de l'enzyme de Schardinger. Voilà, le lait n'est pas stérile et et sa conservation est très aléatoire. Pour limiter le développement des micro-organismes ou les stopper, on utilise des techniques détruisant tous les micro-organismes, stérilisation ou une partie de ces micro-organismes, la pasteurisation. À la détermination du degré de chauffage du lait par révélation chimique d'une enzyme thermolabile à partir de 75 degrés. Voilà, pour le détaillant, les deux tubes sont négatifs. Voilà, une décoloration. Voilà, avec le bleu de méthylène, les deux, on a mis des gouttes de bleu de méthylène avec le détaillant. Les deux tubes sont négatifs. Le lait n'a pas subi de pasteurisation. C'est un lait cru et pas chauffé. Pour le lait X, un tube positif, pas de décoloration, et un tube négatif, décoloration. Voilà, ce qui veut dire que l'enzyme ne réduit pas le bleu de méthylène qu'on a ajouté. Lait chauffé à partir de 75 degrés, mais le tube négatif est dû au manipulateur peut-être. Parce que normalement, ça doit être positif pour un lait qui est pasteurisé, qui est traité. Voilà, pour le lait Y, tous les tubes sont positifs, pas de décoloration du bleu de méthylène. Pour les deux tubes, lait bien pasteurisé et donc lait chauffé à plus de 75 degrés. L'enzyme ne réduit pas le bleu de méthylène, c'est-à-dire il n'y a pas d'enzyme. Que pour le lait détaillant qui n'est pas traité, on trouve l'enzyme de Schardinger. Voilà, contrôle de l'état sanitaire, contrôle de l'état sanitaire du lait. Voilà, pour contrôler l'état sanitaire, on fait deux manipulations. La recherche de la réductase microbienne. La plupart des bactéries modifient au cours de leur développement le potentiel d'oxydoréduction du lait. Cette modification peut être mise en évidence par des indicateurs de potentiel redox. Une de ces substances est le bleu de méthylène. Voilà, bleu en milieu très oxydant et blanc en milieu réduit. Après 1h30 d'incubation, aucun résultat. Et voilà, la durée au bout de laquelle il y a eu un changement de couleur d'un lait additionné de bleu de méthylène, voilà, permet d'apprécier le nombre de bactéries du milieu. C'est ça le principe. Plus, plus il y a de bactéries, plus le bleu de méthylène est rapidement réduit. Ce test il permet aussi de révéler les bactéries pathogènes.
Voici les résultats, les interprétations qu'on a eues. Pour le détaillant, les deux tubes sont positifs décoloration. Il y a réduction de bleu de méthylène après 3 heures d'incubation. Voilà, on n'a pas arrêté à 1h30, on a continué. À partir de 3 heures d'incubation, il y a réduction de bleu de méthylène. C'est-à-dire que le lait, il contient des bactéries. Voilà. Concernant le lait X, un tube positif, un tube négatif. Il n'y a pas de réduction dans le deuxième tube, donc bon lait. Pour le premier tube, on ne devait pas avoir de réduction. Voilà, ces résultats peut-être que sont dus à la manipulation, des fautes de manipulation, euh, puisque X est normalement pasteurisé. Y, les deux tubes sont positifs. Décoloration, il n'y a pas de réduction de bleu de méthylène, donc bon lait. Voilà, c'est ce qu'on déduit. Il y a le test de lactocoagulation, hein, toujours dans le contrôle de l'état sanitaire du lait. Test de lactocoagulation. Voilà, le lait cru porté à l'étuve ou bien ou dans un bain-marie à 37 degrés. Caille plus ou moins vite et de façon plus ou moins homogène sous le fait des ferments. L'examen du caillot donne une idée sur les espèces dominantes. Voilà, nos résultats voilà, pour les deux, les X et Y, le caractère un caillot, on a obtenu un caillot raviné. Pour le détaillant, un caillot homogène. Voilà, pour les laits qui sont pasteurisés, ce sont des laits suyés, présomption d'entérobactériacées et surtout des Escherichia aérobacter. Pour le détaillant, prédominance de ferments lactiques. Voilà, ça, on déduit la même chose, état du lait pasteurisé pour X et Y, non pasteurisé pour le détaillant. Voilà, c'est ça la différence entre les deux. On- voilà, dans ce test de lactocoagulation. On va voir aussi les indologènes, la recherche de germes indologènes de la famille des Enterobacteriaceae s'effectue après le développement de ces bactéries. Voilà, en eau peptonnée à l'étuve à 37 degrés pendant 48 heures par le réactif d'Ehrlich-Kovac. Voilà, on a dit que la présence de ces germes se traduit par la présence d'anorose. Voilà, si vous trouvez d'anorose, c'est un tube positif pour les indologènes, ce qui veut dire qu'il contient les indologènes. Voilà, concernant les résultats qu'on a eus, voilà, pour trois tubes, pour trois dilutions, 10-1, 10-2, 10-3. Pour le détaillant, tous les tubes ont été positifs. Voilà, et le nombre de germes est supérieur à 1000 millilitres par litre, pardon, à 1000 germes par millilitre. Les contaminés, c'est un lait non pasteurisé. Voilà, pour Y, les deux tubes qui sont concentrés sont positifs. Celui qui est plus dilué à 10-3 sont négatifs à 37 degrés à 44 degrés. Présence de 100 à 1000 germes par millilitre, il est pasteurisé. Pour X, le lait, il est positif pour tous les tubes. Voilà. Résultat anormal parce que c'est un lait qui est pasteurisé aussi, qui est déjà traité par l'industrie laitière. Il y a les germes producteurs, ou bien la numération des germes producteurs de H2S. Voilà, la recherche des germes producteurs d'hydrogène sulfuré se fait suivant la technique utilisée pour la recherche de germes endologènes, la même, voilà, qu'on a vu tout à l'heure. Toutefois, la mise en évidence d'hydrogène sulfuré se fait par un papier à l'acétate de plomb qui noircit
dans le cas d'une réaction positive. Voilà les résultats qu'on a eus pour les H2S. La même chose, le détaillant, tous les tubes sont positifs. Voilà, le nombre il est supérieur à 1000 micro-organismes par millilitre. Aucun traitement, c'est normal. Pour le Y, voilà, le 10-3, ils sont négatifs. 10-2, c'est moitié-moitié. Voilà, même résultat que pour les endologènes. Et pour X aussi, il n'y a que des tubes positifs, c'est comme le détaillant, et c'est un résultat anormal pour un lait qui est pasteurisé. Voilà, pour le lait détaillant, on sait que ce lait n'a subi aucun traitement, c'est pour cela qu'il est riche en germes producteurs d'H2S. Par contre, pour les résultats des laits X et Y, ils sont contradictoires. Ces laits ont subi des traitements qui les aida- qui les a, qui les a déjà appauvris en germes producteurs d'hydrogène sulfuré. Et cela est dû soit à une mauvaise manipulation, soit aux mauvaises conservations chez les vendeurs, soit que ces laits n'ont peut-être pas été bien traités. Voilà, c'est ce qu'on peut déduire. Voilà, on va voir aussi la collimétrie du lait. Voilà, les techniques de collimétrie ont pour objectif le dénombrement et éventuellement l'identification des coliformes d'une manière générale, des coliformes thermotolérants ou coliformes fécaux, ou des Escherichia coli en particulier. Voilà, l'intérêt de ces manipulations est de déterminer les contaminations fécales et d'en apprécier l'ampleur, car les coliformes sont des bactéries vivantes, principalement dans les intestins. De plus, les coliformes fécaux et Escherichia coli survivent difficilement hors de l'intestin, traduisant donc une contamination fécale récente. Voilà, le principe de l'étude consiste à ensemencer des volumes connus de dilution de lait en milieu sélectif, liquide et solide, en se basant sur la température d'incubation. Voilà, et on peut avoir une idée sur le groupe bactérien en prépondérant. Voilà, à 30 degrés, les entérobactéries du groupe Escherichia, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter peuvent se développer. À 44, c'est les coliformes thermotolérants fécaux, fermentent le lactose avec production de gaz. À 42 degrés, seul Escherichia coli produit l'indole. Voilà, cette bactérie peut aussi se reconnaître par sa résistance au phénol à 0,085%. Voilà, le dénombrement a donné les résultats suivants. Voilà, ce sont les résultats qu'on a eus. Voilà, pour le lait détaillant, les valeurs obtenues pour tous les germes comptés sont au-delà des normes. Voilà, ce lait n'a subi aucun traitement, c'est un lait contaminé. Les X et Y, pour X et Y, ou bien pour X tout d'abord, les valeurs obtenues pour les champignons et les bactéries aérobies sont au-delà des normes. Pour un lait pasteurisé, ce lait est donc contaminé aussi. Voilà, pour le lait Y, les valeurs obtenues pour les coliformes totaux est plus ou moins normales. De même que pour les bactéries aérobies, même malgré la présence de levures, de champignons, lait est bien pasteurisé à l'atelier. On peut en déduire que le lait Y, il est bien pasteurisé que le lait X. Et c'est un bon lait par rapport au lait détaillant aussi. C'est ce qu'on peut en conclure comme résumé de tous ces tests.
Voilà, exemple pour le lait X, N de levure, comment on la calcule. Voilà, les X levure, c'est ici. On prend 23, voilà, on multiplie avec par 10, plus 0 fois 100, plus 0 fois 1000. Ça nous donne le nombre de micro-organismes, 230. Là, c'est juste pour vous montrer la méthode avec laquelle on a calculé le nombre de micro-organismes, bien de levure dans ce cas-là. La lecture, voilà, la lecture dénombrement des coliformes fécaux. Ce dénombrement doit s'effectuer sur les cultures incubées à 44 degrés Celsius. Au milieu liquide BLVB, on compte pour chaque dilution le nombre de tubes présentant des troubles et du gaz dans la cloche du durame, tube contenant au moins un coliforme. On met en ordre les résultats et on calcule le nombre le plus probable en utilisant la table de Magrady, voilà, que j'ai déjà expliqué lors des vidéos que vous pouvez avoir dans cette playlist travaux pratiques. Voilà pour les milieux liquides. Voilà, 10-1, on a eu deux tubes positifs, 10-2 pour le détaillant 2, 2, 2 positifs, 2 positifs, 0 positif, 1, 3, 1. On calcule le nombre caractéristique, c'est 202, ici c'est 220, ici c'est 131. Voilà, après le nombre probable de cellules qu'on déduit à partir de la table de Magrady. Après, on calcule le nombre de germes par millilitre de lait. N égale le NPP, voilà le nombre le plus probable, la, divisé par la dilution fois le volume de l'inoculant bien sûr. Voilà, la valeur obtenue pour le lait détaillant, elle est explicable car ce lait n'a subi aucun traitement. Voilà, c'est pour cela qu'il y a encore la présence importante de coliformes fécaux à 3500. Et par contre, le nombre de cellules trouvées dans les laits X et Y n'est pas normal, voire contradictoire, car ces laits ne devraient pas contenir les coliformes fécaux. C'est des erreurs commises par les manipulateurs lors de l'ensemencement, ou bien c'est une contamination récente là, de ces laits. Normalement, on ne devrait pas avoir de coliformes fécaux. Voilà, la purification des souches de yaourt. Vous pouvez faire voilà, une purification des souches de yaourt à partir du lait. Voilà, l'incubation à 37 degrés Celsius ou à 40 degrés ne révèle la présence que d'une seule souche. Il s'agit de Streptococcus thermophilus. Normalement, on devrait avoir aussi bien Streptococcus thermophilus que Lactobacillus bulgaricus, qui fermente le lactose en acide lactique, dont le dosage se fait par la soude d'Ornick, en déterminant le degré d'Ornick. Alors, le résultat obtenu nous conduit à rejeter l'hypothèse nulle de point de vue statistique qui suppose l'existence simultanée de ces deux souches. Bien sûr, au contraire, nous retiendrons l'hypothèse alternative, ou autrement dit, au moins écarter ce qui est prédit publicitairement. Voilà, j'arrive à la fin de cette présentation. J'espère que ça vous plaît, que ça soit intéressant, voilà, que ça vous aide. N'hésitez pas à liker, et à vous abonner pour recevoir plus de tutoriels. Laissez même vos avis, vos commentaires. Voilà, ça nous fait plaisir aussi. Ça nous fait plaisir et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.